Eh bien, salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes bien sur ma chaîne Vérité à venir pour la sixième émission de la longue série basée sur la marchandisation des hommes et plus globalement des êtres vivants. Donc n'hésitez pas à apporter du soutien, relayer les contenus, liker et commenter, c'est toujours plaisant. Je vous avais dit que pour la sixième émission, on aurait deux supports, Luc Ferry et la révolution transhumaniste, ainsi que Jérémy Rifkin et le siècle biotech, le commerce des gènes dans le meilleur des mondes. Le petit clin d'œil à Aldous Huxley qui nous a mis en lumière ce qui se passait dans les coulisses entre ingénieurs, scientifiques, politiques et de bien d'autres ordres encore et de métiers qui peuvent exister, qui s'attellent à redéfinir l'homme. Dans un premier temps, à l'augmenter par des prothèses, des mutations génétiques et bien d'autres choses encore, des extensions de lui-même. Et ils se sont dit que la route finale était le post-humanisme. Voilà qu'on va dire maintenant que l'homme, arrivé dans cette évolution darwinienne, voyez-vous, passer de ce stade animal à l'humain et à ce qui arrive après, post-métaphysique, où l'homme n'est que finalement un amas de données et sa personnalité est donc une sorte de logiciel que l'on pourrait faire changer de corps. Voilà qu'il passerait de son bios d'un corps biologique à un bios d'un PC, d'un computer, et on pourrait comme ça leur offrir un arbre qui n'avait pas encore été consommé, celui de l'immortalité. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, on a deux arbres qui sont défendus. L'un est celui de la connaissance qui finalement donne accès à la morale, discerner le bien et le mal. L'autre, dont on entend peu parler mais qui revient sur le devant de la scène et qui en réalité a traversé les âges par la science-fiction, les fantaisies, les rêves démesurés, celui de vivre plus longtemps que les autres hommes, voire de s'affranchir de la mort. La mort, de la mort, comme le disait d'ailleurs un de ces transhumanistes, voyez-vous, au prix d'Ubris. Donc on va se pencher sur ce livre de Luc Ferry, qui est très fort. Parce que dedans, il nous dit le transhumanisme, globalement, c'est un sigle. NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, le I fait référence à l'informatique ou au TIC, TIC, qui n'ont plus d'éthique, donc technologie de l'information et de la communication, et le C, c'est tout simplement le cognitivisme. Et moi, je vous dis souvent, en fait, c'est inversé. Pour qu'il y ait un changement qui s'opère dans la société, que les gens finalement y adhèrent, il faut donc des consentements qui soient soi-disant libres et éclairés. Et à partir de là, éviter toute opposition, résistance qui pourrait voir le jour et empêcher la finalisation de leur projet, c'est-à-dire de l'homme qui construit l'homme et vient à le façonner, à lui donner une nouvelle condition et entraîne donc une nouvelle définition. Et alors, le cognitivisme, c'est les réseaux neuronaux, notre fonctionnement cérébral, l'étude des aires au niveau du cerveau. Je vous ai déjà parlé de l'aire de Broca, de ce lobe temporal, occipital, pariétal et un dernier lobe encore qui peut exister, préfrontal il me semble. Tout ceci pour finalement faire un mapping du cerveau, voir comment il réagit aux couleurs, aux odeurs, aux interactions et à bien d'autres choses. Et c'est de l'ordre après du marketing pour forcer à l'achat. Créer un nouveau besoin qui n'existait pas antérieurement et essayer de développer finalement des prises de décision qui ne seront pas vraiment de notre ordre, de notre personne, mais émanent de l'externalité. Allez, c'est l'extérieur qui finalement nous force à quelque chose. Comme finalement un enfant ou peu importe, un consommateur, il est là dans le magasin, il y a plein de céréales face à lui, il y a plein de tablettes de chocolat, et il se dit qu'il a le choix entre cette marque, et là, regarde, il y a une différence, l'un par exemple a des noisettes, l'autre n'a pas les mêmes ingrédients. Et la réalité, c'est que toutes ces filiales appartiennent à un mastodonte. Donc le choix n'existe pas vraiment. Vous voyez. Eh bien la politique, c'est la même chose. À gauche, à droite, l'adulte qui se retrouve à devoir voter pour élire pense qu'il y a un programme derrière. Et qu'il y a finalement, dissonances. Il y a des gens qui ne sont pas en accord. Donc ils vont s'affronter dans des diatribes, dans des défenses, arguments politiques pour défendre soit la nationalité,
soit pour orienter vers une meilleure redistribution des richesses, ou bien d'autres choses encore. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est qu'une mascarade, c'est une pièce de théâtre, et que nous avons acte 1, acte 2, acte 3. Les chapitres se suivent, mais on en oublie qu'il y a un metteur en scène, qu'il y a encore un scénariste et qu'il y a des gens derrière. Et que là, nous sommes, nous spectateurs, et à la fois en train de vouloir voter pour des acteurs qui ont déjà un rôle prédéfini. Dans le magasin, il en est de même, et de bien d'autres façons encore. Eh bien, ces gens qui étudient le cognitivisme dans le marketing, la publicité et tout ce qu'il en est, en ont fait de même en politique, et en fait se sont également immiscés dans ce que l'on appelle l'ingénierie sociale, dont Lucien Cerise a parlé, mais lui-même tombé dans les travers en s'associant avec des gens qui n'ont pas de valeur, pas de droiture, pas de colonne vertébrale. Et on retrouve comme ça des sphères qui vont plus loin. On a eu des expériences, Solomon H, le conformisme, on a eu également Pavlov avec son chien et le conditionnement alimentaire, mais il avait soulevé autre chose. Pour conditionner les gens, il est encore plus efficace que l'alimentation, il y a la violence. Et c'est là où on a retrouvé après Naomi Klein qui nous a sorti la stratégie du choc pour montrer que par la peur, par l'irraison, ils en viennent à nous faire adopter des codes et à nous soumettre finalement à leur volonté. Ce que j'entends par là, c'est la fenêtre d'Overton aussi. Inacceptable, ouais, à voir, on peut en discuter. Et finalement, oui, il nous le faut. Absolument. On devient finalement, voyez-vous, les demandeurs. Il n'y a plus besoin que la main du dessus dise « je vous propose » et mette, voyez-vous, en place des réformes. Non. Le peuple demande de lui-même d'être sous caméra surveillance. Et ça ne suffit plus. Mettre maintenant un logiciel par-dessus l'appareil, l'analyse biométrique, la reconnaissance faciale, afin que soient plus facilement identifiables les criminels, délinquants, harceleurs et ce que l'on veut. Et regardez une chose, fraudeurs et compagnie, on peut tous les ajouter. Eh bien, demain, il sera demandé l'étape suivante, celle qui paraissait irraisonnée à une autre époque, c'est anticiper les crimes. Celui qui pourrait faire un crime contre Big Brother et Big Mother. Vous voyez, Big Brother, c'est-à-dire c'est le grand frère, il te surveille. Attention à ce que tu vas dire, il y a des mots. Ils ont été rayés, ils sont interdits maintenant d'usage par un wokisme qui s'impose et une société qui fait que de la bien-pensance, puisqu'il faut l'universalité. Et en même temps Big Mother parce qu'ils vont anticiper, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire croire, vous voyez, comme avec des collègues de travail ou ce que vous voulez, que finalement, ah oui, les pauvres racisés, ils subissent la discrimination, ah, les pauvres wokistes sont finalement séparés de la société, mis au banc. Tu pouvais tenir ces propos pour te foutre de la gueule des gens. Ça, demain, ça ne sera plus possible. Montre connectée, analyse en temps réel de ta fréquence cardiaque, de ta chaleur corporelle et de bien d'autres données encore pour voir si tu n'as pas un double langage. Voilà qu'après Big Brother, donc se trouve Big Mother. Vous voyez, si je l'appelle comme ça, c'est parce que quand tu es avec tes parents, un môme, s'il essaye de feinter un peu, oui, ça va, la mère, elle sent. Et il y a une sorte de sixième sens qui est là. Et c'est très bien si son tio, il y a un truc qui va pas, s'il lui a pas tout dit, s'il lui cache des choses, elle le ressent. C'est une connexion mère-enfant. Eh bien, la technologie qui te colle à la peau en fera exactement de même. Tu pourras lui dire des choses, mais en revanche, ta mine, rien que ton regard, rien que ton rythme cardiaque, rien que bien d'autres choses encore, viendront à te trahir. Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça Big Mother. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un stade ultime. Là où dans certains pays, vous voyez, Corée du Nord, ou peu importe, ils ont des femmes pour pleurer quand il y a des décès, beaucoup c'était du mensonge. Elles s'en foutaient. Demain avec le petit bracelet là connecté, la montre connectée, celles qui pleurent mais qui font semblant, au goulag. Et ça peut aller plus loin encore. Eh bien, pour accepter la révolution, qu'est-ce qu'une révolution ? Eh bien, le renversement de ce qui était préalable. On va dans un au-delà, des limites sont franchies. La Révolution française, 1789, on abolit finalement la monarchie pour passer en république. C'est ça l'idée. On ne veut plus de roi, plus de reine. Et finalement, on est un peu comme dans la ferme des animaux de George Orwell.
tout le monde est en accord, ça commence à se mettre finalement des chartes, des droits, des lois, et au fur et à mesure, voilà que le cochon qui avait interdiction, comme les autres animaux, de dormir dans le lit des humains, a rajouté une virgule en disant seulement s'il y a des draps. Et puis, vous voyez, il y a plein d'autres explications encore dedans. C'est pour vous montrer que certains se font privilégier, se fraternisent, quand les autres sont divisés et viennent à subir finalement. Eh bien, on voit que la révolution de 1848, qui était là pour renverser une forme de capitalisme et aboutir à la finalité de ce qu'est la République, à savoir un communisme, et donc un État tout-puissant qui décide de quel rôle tu dois emprunter et de quelle finalement fonction tu dois être dans cet ordre-là, dans cet algorithme, eh bien, la révolution transhumaniste est là en utilisant les sciences cognitives, vous l'avez compris maintenant, sur le comportement, sur les façons de réagir et tout le reste, en fait, c'est ce qui s'appelle de la research action, c'est-à-dire rechercher par tâtonnement et par action ce qui va en être des résultantes pour l'aboutissement final. Eh bien, on le retrouve avec également le programme neurolinguistique, avec l'hypnotisme et avec bien d'autres étendues encore. Pourquoi ? Eh bien, pour nous mener après aux TIC, technologies de l'information et de la communication, qui n'ont plus rien d'éthique. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'homme devient une sorte de supercalculateur dont je vous ai déjà parlé et se voit uniquement donné et à partir de ceci vient à se mettre sur des routes, des flux qui vont lui être apportés par mail, téléphone, ordinateur, tablette, ce que vous voulez, pour finalement le conduire à quoi ? À accepter que l'informatique, il ne peut s'en séparer et qu'il peut même s'augmenter puisque c'est une extension de lui, de sa mémoire, de ses capacités d'analyse, de sa façon de pouvoir finalement être en relation avec des gens à l'autre bout du monde, et de bien d'autres choses encore. C'est un pouvoir qui est attribué à l'homme. Voyez ? Et pourquoi ? Eh bien, pour après nous conduire sur deux choix qui aboutissent à la même destinée, à savoir la modification de l'homme, soit par des nanotechnologies, donc même tout ce qui est de l'ordre technologique par les prothèses. Donc, tu viens avoir un handicap, tu remplaces, voire par la suite, finalement tu es en bonne condition, mais tu signes un contrat et tu acceptes d'être amputé d'un membre pour devenir bionique. Voilà que tu veux t'augmenter, obtenir plus de force, te mettre un exosquelette pour alléger le travail, être plus productif et compagnie. Mettre une puce neuronale afin de ne pas passer des heures derrière un pupitre, voyez-vous, à apprendre, je ne sais pas, un cours, une note ou ce genre de choses, mais que ça soit directement transmis dans le réseau des synapses. Eh bien, de cette architecture-là, il y a également ceux qui veulent le faire mais différemment. Modifier directement la biologie, puisqu'apparemment, il y aurait ce qui s'appelle le déterminisme, c'est-à-dire que des aptitudes nous seraient données par la nature et ferait en sorte qu'un homme, depuis sa génétique et sa lecture, voyez-vous, du séquençage du génome, on puisse dire lui, il sera musicien. Lui, il sera plutôt un artiste peintre et, par exemple, celui-ci excellera dans les mathématiques et pourra se retrouver expert comptable ou de d'autres métiers encore qui existent. Donc, tout ceci nous fait comprendre ce que sont les NBIC, la révolution transhumaniste, à savoir le changement de l'homme, où l'homme n'est plus vraiment un homme dans la définition qu'on en a actuellement. Et ça conduit à cette envie de croquer le fruit. Le deuxième, de l'Éden, non pas celui de la connaissance du bien et du mal, qui est de l'ordre moral, mais bien celui qui donne accès à un niveau d'immortalité, où on s'affranchit de la mort. Comme le disait d'ailleurs un penseur entre grandes guillemets, c'est la mort de la mort, hein, Laurent Alexandre. Et à la page 16-17, on a finalement un petit échange, lutter contre le vieillissement et la mort. Et Luc Ferry nous dit qu'il a pour ami André Comte-Sponville, qui est un grand philosophe, qui lui a dit un jour que je lui parlais de mon projet de livre sur ces sujets, avec un brin d'ironie et de scepticisme dans la voix, je cite Comte-Sponville, « Mais enfin, Luc, la vieillesse et la mort ne sont tout de même pas des maladies. » Fin de citation. Certes, il a tout à fait raison.
Et ce d'autant plus que ces fléaux pour nos petites personnes mortelles ont leur utilité bien réelle du point de vue de l'espèce dans une optique darwinienne où l'individu n'a plus grand-chose à faire sur cette terre une fois qu'il a transmis ses gènes. Donc là, il montre qu'il y a une sélection naturelle de base dans la théorie de l'évolution. On fait notre temps, on disparaît, et en fait on a légué des gènes à nos descendants qui eux-mêmes viendront à améliorer normalement l'espèce, à la fois parce qu'ils ont hérité, par l'épigénétique, c'est-à-dire les relations, les interactions avec l'environnement, qui devrait aboutir à une évolution de l'homme. Voilà qu'il est passé, voyez-vous, à être à quatre pattes sur finalement ses deux jambes, à gagner en bipède avec son pouce, à développer les outils, etc. Une meilleure dextérité, et c'est censé nous conduire après à un homme futur. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblera, mais on essaye en tout cas d'en avoir une vision. Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, la technicisation leur laisse entendre que finalement, on n'a plus besoin de passer sur Terre et de laisser l'espace à d'autres qui arriveront après. On est dans la possibilité d'être là, de s'augmenter, et donc de passer des générations même, voyez-vous, de franchir des caps historiques dans ce qui serait l'évolution naturelle. Voilà que ce qui pourrait se faire en 5000 ans, par des modifications scientifiques qui ont tout modélisé, qui sont en laboratoire, en train de mettre les meilleures formules en place, pourrait nous faire franchir des caps de 1000 ans, 5000 ans ou plus, en quelques décennies. Et alors, il n'y aurait plus l'importance de laisser place à des nouvelles générations, mais au contraire, à vouloir rester ici sur Terre et à se dire qu'il n'y a rien après la mort, rien à espérer. Et à la limite, la seule mort qui est acceptable, c'est celle pour renaître dans l'informatique, par exemple. Et après, ça met bien des perspectives en place. Et on nous dit, le vieillissement est l'usure d'un vivant, laquelle diminue ses performances, sa puissance d'exister, de penser, d'agir, et le rapproche de la mort. Ce que l'on pourrait appeler la sénescence. C'est-à-dire, des cellules, elles se régénèrent tout le temps, mais arrivées dans la vieillesse, ça commence à ralentir. Tes facultés se réduisent au fur et à mesure que finalement tu te rapproches en effet de ta mort. C'est donc un processus dont on remarquera qu'il est moins une évolution qu'une involution, moins une avancée qu'un recul. La vieillesse est l'état qui résulte de ce processus, état par définition peu enviable, qui ne préférait rester jeune, en bonne santé, sans prendre une ride par exemple, et pourtant, pour presque tous, préférable à la mort. C'est que la mort n'est rien quand la vieillesse est encore quelque chose. Et après, il continue, et il nous a indiqué, page 17, que nombre de biologistes vous diront que le projet de lutter contre la vieillesse et la mort est illusoire, qu'il relève non de la science véritable, mais de la science-fiction. Peut-être s'agit-il de mots aux yeux des humains, mais du point de vue de la sélection naturelle, ce sont des nécessités qui possèdent, comme je viens de le suggérer, leur utilité. Une fois qu'un organisme vivant s'est reproduit, qu'un être humain a engendré sa descendance et qu'il a vécu assez longtemps pour la protéger et l'élever jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même à son tour engendrer et finalement réaliser sa mission, eh bien, que je retrouve la chose, on peut finalement être considéré comme achevé en termes de théorie de l'évolution. Il est donc normal qu'à partir de ce stade, l'être humain, comme tous les autres mammifères, vieillissent et meurent pour faire, comme on dit si bien, place aux jeunes. Fin de citation. Après, il continue avec Axel Kahn également. Mais moi, je vous avais mis la page numéro 19, puisque on s'aperçoit que le cerveau, hélas, est et restera sans doute longtemps encore l'organe le plus difficile à rajeunir, mais l'évolution des sciences et des techniques est si rapide et si impressionnante depuis une cinquantaine d'années qu'exclure cette possibilité a priori relèverait en réalité de l'idéologie, les transhumanistes renversant pour ainsi dire la charge de la preuve. En effet, qui pourrait sérieusement prétendre, au vu des découvertes accomplies dans ces domaines depuis la mise au jour de la structure de l'ADN, acide désoxyribonucléique, en 1953 par Watson et Crick,
qui avait repris également les travaux d'une femme, mais je vous passe ce détail, qu'un recul plus ou moins considérable de la fin de la vie est absolument et définitivement impossible. La vérité est qu'on n'en sait rien, mais qu'on y travaille, et que la recherche sur les cellules cancéreuses, qui paradoxalement nous tuent parce qu'elles sont immortelles, ouvre elle aussi des perspectives sur la maîtrise du temps, de la chronobiologie, qui pourrait un jour se révéler prometteuse, ce qui, en toute hypothèse, même si l'on reste prudent, doit nous obliger à réfléchir dès maintenant aux conséquences éventuelles d'une augmentation considérable de la longévité humaine. Et alors, si on augmente la longévité, qu'on réduit les maladies, et il y a un petit problème dans l'équation, c'est que les gens continuent à se reproduire, et que la Terre est une ressource finie dont on a déjà parlé dans le principe de population. Que faisons-nous ? Ça engendre toujours plus d'inégalités et qui vont creuser des fossés immenses. Enfin, on a des risques également pour tout ce qui va être d'avoir des gens dans la famine, dans des mauvais états de santé, et qui pourront être eux-mêmes porteurs, vecteurs de virus, de maladies, et alors, peut-être, décimer plus rapidement l'humanité. Puisqu'il y aura plus de corps récepteurs de virus qui pourraient entraîner, voyez-vous, des mutations et finalement des subdivisions du premier virus qui viendraient à se recroiser entre les êtres humains, puisque nous sommes plus nombreux, sans parler de grands déplacements sur la planète, et alors on pourrait être affaibli. Et il y a énormément d'autres dangers qui peuvent faire place. À ce moment-ci, pourquoi laisser sur Terre des gens qui auraient des handicaps ? Il les ferait supprimer. On arriverait donc dans la société eugénique. Mais là, on en reparlera après. Car elle poserait et pose dès maintenant, étant donné l'allongement de la vie, auquel on a déjà assisté au cours du XXe siècle, même si elle est due à d'autres raisons que la maîtrise de la génétique humaine, à savoir, pour l'essentiel, la diminution des morts précoces, et on doit y ajouter autre chose, ce qui a vraiment amené à ce que l'homme vive plus longtemps et dans de meilleures conditions, c'est l'hygiène. En fait, c'est pas la vaccination qui a sauvé des tas de gens, c'est l'hygiène que l'on a découvert et qu'on a appliqué qui nous a permis de faire des barrières dans la transmission de virus, de bactéries et de bien d'autres choses. Une foule de questions qu'il nous faut maintenant commencer à envisager, en admettant même qu'on laisse de côté les problèmes démographiques évidents, mais aussi économiques. La question du financement des retraites prendrait une toute autre dimension si nous devions vivre 200 ans. Ou encore des problèmes sociaux, il y aura sans doute des inégalités de plus en plus grandes et de plus en plus insupportables face au nouveau pouvoir de la médecine. Il va nous falloir renouer avec l'interrogation qui hantait déjà les mythes et les légendes de Gilgamesh, d'Asclépios et de Sisyphe, pour ne rien dire de la grande promesse chrétienne. Aurions-nous envie, oui ou non, de vivre plusieurs siècles comme les transhumanistes nous promettent d'y parvenir un jour ? Aimerions-nous vraiment accéder à une certaine forme d'immortalité réelle, ici-bas, la mort ne venant plus que de l'extérieur, par accident, meurtre ou suicide ? Il viendra un temps, me confiait mon ami Jean-Didier Vincent, l'un de nos plus grands biologistes, où, je le cite, « nous ne mourrons plus que sur le modèle du service hâté de la grand-mère. Ça finit toujours par s'ébrécher et se casser, mais seulement par inadvertance. » Fin de citation. Que ferions-nous dans une telle situation si nous étions presque immortels ? Aurions-nous encore envie de travailler et de nous lever le matin pour aller à l'usine ou au bureau ? Ne serions-nous pas gagnés par l'ennui et la paresse ? Qu'aurions-nous encore finalement à apprendre après d'interminables décennies d'existence ? Voudrions-nous toujours accomplir de grandes choses, continuer de nous perfectionner ? Nos histoires d'amour ne deviendraient-elles pas lassantes ? Pourrions-nous même encore avoir des enfants ? Un livre, un film, un morceau de musique, qui n'aurait pas de fin, n'aurait guère de sens. En irait-il de même pour cette vie sans fin que le roi d'Uruk, déjà dans le premier livre écrit dans l'histoire de l'humanité, voulait conquérir à tout prix ? J'ai tendance à penser que ceux qui aiment la vie, mais aussi tous ceux que la mort effraie, seraient heureux de pouvoir prolonger leur existence et, du coup, qu'ils deviendraient sans doute fort ingénieux s'agissant de résoudre les problèmes que poserait leur longévité. En toute hypothèse, ce sont aussi ces questions que le transhumanisme nous oblige à nous poser. Et après tout, elles en valent bien d'autres, ne serait-ce que pour nous contraindre à réfléchir davantage à notre condition humaine actuelle. Voilà pourquoi
Quand bien même son projet n'est pas encore assuré ni, a fortiori, accompli, il rencontre un tel succès sur ce continent nord-américain qui possède encore, pour le meilleur comme pour le pire parfois, une longueur d'avance sur le vieux continent, voire sur le vieux monde. Après, il parle des GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, et il oublie même Microsoft et IBM, International Business Machine, qui sont les mastodontes du changement. À la page numéro 23, il nous parle d'un premier rapport américain, et il me semble que je vous en ai lu un passage sur Odyssée. J'ai plus le nom en tête, mais en fait c'est un document en anglais que j'ai fait traduire, et je pense que c'est l'un des meilleurs textes qui questionne sur ce qu'est la vie, sur le transhumanisme, sur ce que l'on peut appréhender ou non, et ce qui pourrait tout autant nous faire plaisir, nous ramener à une meilleure condition de vie. Donc là, on a un premier rapport américain rédigé en 2002, puis publié en 2003 sous le titre que je traduis ici en français, je cite, « La convergence des technologies destinées à augmenter les performances humaines, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives » que l'on retrouve sous le sigle NBIC. Aussi optimiste qu'enthousiaste, il connaîtra un retentissement considérable. Il recommande d'investir massivement dans le projet transhumaniste, ce que Google va s'empresser de faire, car il en attend les plus grands bienfaits. Du reste, à ne pas le faire, plaide-t-il dans ses conclusions, on prendrait le risque insensé que les États-Unis soient dépassés par des pays moins scrupuleux et moins démocratiques, tels la Corée du Nord par exemple, voire encore des théocraties fondamentalistes qui pourraient se lancer dans la course avec moins de barrières éthiques et profiter ainsi d'avantages décisifs sur les plans économiques et militaires. Et je rappelle, du côté de l'Est, en Chine, le chercheur chinois qui a été condamné à l'international pour avoir cherché le gène CCR5, en fait qui est lié au virus du sida. Il voulait donc une mère atteinte de sida, ce gène se transmet aux enfants, et lui, avec les ciseaux moléculaires, a décidé d'intervenir pour tenter, en tout cas cette expérience, de voir si on pouvait enlever la transmissibilité de finalement cette maladie de mère-enfant. Et il a réussi à faire naître, je crois que c'était des jumeaux, sans le problème génétique. Mais il avait quand même pris les risques de mettre au monde volontairement des enfants avec un handicap. Et ça, c'est grave. Donc il a été condamné pour ça et pour bien d'autres choses encore. À la page numéro 24-25. On a également un premier rapport officiel de l'Union européenne qui est consacré au transhumanisme et qui paraît en 2004, bien qu'écrit lui aussi en anglais sous la direction du commissaire Philippe Busquin avec ce titre évocateur. Donc en anglais, c'est Converging Technologies Shaping the Future of European Societies. En français, les technologies convergentes façonner le futur des sociétés européennes. Il porte là une marque de ses origines continentales. Comme on pouvait s'y attendre, il s'inscrit dans le sillage bioconservateur déjà tracé par Fukuyama et Sandel. Donc on retrouve beaucoup Michael J. Sandel dans les prises de décision sur les limites du marché, l'humain, comment on peut en prendre soin, faire attention de ne pas outrepasser des commerces, des modifications. Et en fait, il vient mettre des bases de principes moraux. Non seulement il rejette l'idée qu'il y aurait urgence dans la compétition mondiale à s'engager dans la logique méliorative proposée par les transhumanistes, mais, se situant explicitement dans la tradition de l'humanisme classique, celui des Lumières européennes, il plaide pour l'idée que c'est à l'amélioration, non pas biologique et naturelle, mais avant tout sociale et politique, que doivent s'appliquer les nouvelles technologies. Au nom d'un attachement à l'égalitarisme, présenté comme une valeur sacrée, il s'oppose de toutes ses forces au projet d'une amélioration génétique de l'humanité, logique fatale et insurmontable. Donc on a la vision américaine qui rejoint en fait la Mésopotamie ancienne avec l'idée des mesures. On améliore l'homme, on essaye de supprimer la vieillesse, la sénescence, et on s'attaque même à la mort. Et on a l'Europe qui, eux, décide, dans l'Union européenne plus précisément, avec le rapport en tout cas émis,
de ne pas s'attaquer aux vivants de cette sorte, de mettre tout un cadre. On fait des expériences, mais vraiment petit à petit. En revanche, on s'attelle à modifier l'homme. Comment? Eh bien, non pas sur sa biologie, son phénotype, mais sur ce qu'il a dans la tête. D'où l'esprit des Lumières, de l'égalité, de ce genre de choses. Là encore, malgré son hostilité aux thèses transhumanistes, ou peut-être justement à cause d'elle, ce rapport ne les présente jamais comme délirantes ou irréalistes. Au contraire, c'est parce qu'il le prend tout à fait au sérieux, le tout, qu'il entend tirer la sonnette d'alarme. Plus nuancé, en 2009, il paraît un nouveau rapport européen. Il émane cette fois-ci non de la Commission, mais du Parlement européen. Il est, lui aussi, ce qui décidément en dit long sur la domination américaine en ces domaines, comme en d'autres, rédigé en anglais sous le titre, je vous le dis en anglais, Human Enhancement, l'amélioration de l'être humain. Pour l'essentiel, il émane de chercheurs allemands et hollandais, comme le note à juste titre le philosophe belge Gilbert Hautois. Il se rapproche, fût-ce avec plus de prudence et de modération, du premier rapport américain. Sans en avoir ni les envolées lyriques, ni l'enthousiasme technophile, il n'entend pas moins à effacer les distinctions cruciales entre thérapeutique et amélioration. Donc on a la thérapeutique qui intervient en cas de maladie, de problèmes de santé, de défaillance dans la génétique, et on a le mélioratif qui, lui, veut se présenter comme, voyez-vous, en titre d'exemple, la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, vous avez la médecine esthétique et une partie de la chirurgie esthétique, je vous l'accorde, pour les grands brûlés, les blessés, des gens qui ont eu des accidents de la route, ou bien d'autres drames encore. Donc là, c'est pour réparer. Et vous avez ceux qui veulent un corps de rêve, entre guillemets, faire l'hyposuction, des BBL, augmenter leurs fesses, mettre des implants mammaires et compagnie, refaire la rhinoplastie. Bref, elles se font, ou ils se font d'ailleurs, opérer de A à Z pour être modifiés, mais ça, c'est du mélioratif. Voyez, on n'est pas sur le thérapeutique. C'est important de faire la distinction. Donc, on arrive après à un inquiétant mutisme des démocraties européennes encore largement plongées dans l'ignorance des nouvelles technologies. Tandis qu'on parle urbi et orbi du climat, que l'affaire mobilise chefs d'État et de gouvernement autour de grands raouts médiatico-politiques qui n'engagent que ceux qui veulent y croire, nos démocraties restent quasiment muettes face à ces nouvelles technologies qui vont pourtant bouleverser nos vies de fond en comble. Et ça, c'est écrit il y a vraiment quelques années. On est... est-ce que j'ai la date? 2016. On est quasiment 10 ans après. Est-ce que vous avez vu l'opinion publique interroger ou amener même à faire l'exercice de réfléchir sur les NBIC, le transhumanisme? La plupart de ceux qui abordent cette thématique sont traités de complotistes ou sont les autres de l'extrême qui veulent absolument tout renverser. Ça y est. Tout ce que la technique permet de faire, on l'opère. Et j'ai un autre livre d'ailleurs qui interviendra après. De toute façon, là, on a à peu près une quinzaine d'ouvrages en plus déjà de ce que j'ai présenté sur cette thématique-là. C'est juste incroyable. Moi, ça fait des années que j'en parle. Je pense d'ailleurs que c'est le sujet qui m'a lancé sur Internet. Phénotics et évolution, à la base, au tout début, la chaîne, elle était dans ma jeunesse pour... partager quelques contenus de game, etc. Et après, j'ai renversé la donne et je suis parti donc sur des redistributions de documentaires et compagnie, et de propre production également. Ce qui m'a vraiment interrogé, c'est ça, c'est le transhumanisme. Huxley, déjà, m'a, à l'époque, chamboulé. Je me suis dit, waouh, là, ils sont en train de proposer un système, en fait, c'est le pire des mondes. C'est une dystopie. Après, j'ai eu le retour au meilleur des mondes, et après, j'ai continué comme ça, et ainsi de suite. Et puis, je suis arrivé donc, à des livres comme celui de Luc Ferry, qui m'ont fait comprendre toutes ces idées qui ne sont pas nouvelles en soi, mais qui manquaient, par contre, de la technologie et des outils. Ce qu'aujourd'hui, la science leur permet. Et donc, il y a un nouveau dogme, une religion de science. Qui veut quoi? Que tout le monde y adhère. Au nom de la réparation, l'égalité. C'est ça qui est proposé. Il y a des millions d'handicapés, ne serait-ce qu'en France. Problèmes de motricité,
du mal à parler, d'autres qui ont des organes défaillants et donc ils sont obligés de rester toujours dans des zones confinées, des personnes qui sont en attente de donneurs d'organes et compagnie, des listes interminables, voyez-vous, de drames, de gens qui sont impactés, voyez-vous, nécessitent du personnel, des soins, des suivis, des proches qui n'en peuvent plus, qui sont à bout entre le travail, tenir le foyer, aider le proche qui est dans un handicap, etc. C'est compliqué, vous voyez, c'est lourd en tout cas. Donc quand on va leur proposer par du marketing de tout améliorer, de résoudre leurs problèmes, ils adhéreront à ce système. De mettre une puce neuronale et voilà que cet être qui nous est si cher peut retrouver la parole. Lui qui ne s'exprimait que par quelques bruits, voyez-vous, qui sortaient de temps en temps ou par écriture, peut retrouver la parole. Incroyable. L'autre qui avait du mal à voir, il ne peut maintenant de nouveau retrouver une vision, au moins des formes. Et il y a bien d'autres choses comme ça encore. Comment s'y opposer? Et c'est là la chose. Vous voyez, nous, en tant que valides, en général, on me dit ouais, mais ça, comment on peut faire? Là, c'est en train de, voyez, de dénaturer l'homme. On rentre dans une illusion, on va tout offrir et on aura des solutions à tous les problèmes. Et finalement, on sera asservi aux technologies, c'est la machine qui prend le pas sur l'homme. Mais c'est une forme d'hypocrisie. Dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, par exemple une rage de dents, on va chez le dentiste. Si elle doit être dévitalisée, on fait mettre une couronne. Pour d'autres, ils vont jusqu'à l'implant. Il y en a je ne sais combien qui sont valides et qui usent en réalité de chirurgie, de médecine esthétique. Donc ils ont modifié la pensée humaine et ils ne nous interrogent plus, voyez-vous, sur la base, la genèse de pourquoi il y a autant de handicaps, pourquoi il y a autant de malformations, pourquoi il y a autant de personnes malades dans la société d'aujourd'hui. On n'interroge plus la bouffe, on ne nous met plus en relation avec l'environnement sur les pesticides, herbicides et d'autres pollueurs encore qui peuvent exister, industriels et compagnie. Vous voyez, on ne nous intéresse plus à la cause qui crée tous ces effets. On nous dit maintenant qu'il y a des effets, on va passer à la solution, qui n'effacera jamais toutes ces maladies, etc., viendra juste à pallier, et aura au nom des effets secondaires, comme des médicaments. Et quand on réfléchit plus profondément à ce sujet, eh bien, en fait, on s'aperçoit que c'est comme l'eugénisme. Vous voyez, les trisomiques 21, ils sont détectés, ils les suppriment. En fait, ils n'ont pas soigné la maladie. Ils suppriment le défaillant. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Ils ne vont en réalité pas soigner les maladies. Ils ne vont faire que les limiter pour qu'elles continuent à se propager, qu'il y ait toujours un commerce et qu'il y ait toujours cette possibilité, ce champ d'action sur les gens. Où ils ont comme ça, sous la main, plein de patients. Ils peuvent tester des produits, tester des mutations. Et je peux continuer. Page 28. Deux attitudes, en l'occurrence, sont également intenables, pour ne pas dire absurdes. D'un côté, prétendent tout stopper, de l'autre, tout autoriser. Laisser faire, laisser passer, au nom du fantasme de toute puissance, à la fois ultralibéral et technophile, selon lequel tout ce qui est scientifiquement possible doit devenir une réalité. La tentation de tout interdire, en invoquant la sacralisation religieuse ou encore laïque, les deux versions existent, comme on verra dans ce qui suit, d'une prétendue nature humaine intangible et inaliénable pour tuer dans l'œuf le retour, sous de nouvelles formes du cauchemar eugéniste que véhicule toujours peu ou prou le transhumanisme, sera impossible à tenir, et ce pour des raisons à la fois si fortes et si évidentes que nul ne pourra y échapper, ni résister. Imaginez une seconde qu'un jour, on n'y est pas encore, mais des hypothèses de ce type apparaîtront bientôt, c'est inévitable, que nos médecins soient en mesure d'éradiquer dans l'œuf les pires maladies qui soient. Disons par exemple, ce qui est encore fictif hélas, l'Alzheimer, la mucoviscidose ou la chorée de Huntington, pour ne rien dire de tel ou tel cancer, imaginons encore que cela ne soit possible qu'au prix de manipulations irréversibles du génome humain. Qui pourra sérieusement s'y opposer? Ne fût-ce que par amour pour nos proches, par souci du bien-être de nos futurs enfants, par sympathie pour ceux qui souffrent, nous irons dans le sens du progrès.
Il y aura quelques résistances, bien sûr, à commencer par celles des religions, qui sont d'ores et déjà hostiles aux simples procréations médicalement assistées, ce qui, notons-le au passage, n'arrête à peu près personne, pas même dans le monde des croyants. Mais elles seront vite balayées par la volonté de fuir la souffrance, la maladie et la mort. En veut-on un indice ? 97% des femmes qui apprennent qu'elles pourraient accoucher d'un enfant trisomique décident d'avorter. Ce qui montre à quel point une certaine forme d'eugénisme libéral n'est plus tabou, si tant qu'elle l'ait jamais été. D'un autre côté, il est assez clair que tout autoriser au risque de créer de véritables monstres, des êtres hybrides hommes, machines, animales, qui n'auront plus grand-chose à voir avec l'humanité actuelle, fait reculer d'effroi la plupart d'entre nous. Et nécessiterait même une nouvelle définition de ce qu'est l'homme. Et alors, y aurait-il plusieurs espèces d'hommes comme il existe plusieurs espèces d'animaux ? Y aurait-il peut-être une redéfinition de ce que seraient les races ? Les races humaines non modifiées de celles qui sont génétiquement modifiées ? Un humain génétiquement modifié, c'est ça, un HGM, après les OGM. Et oui, on voit l'hypocrisie de la société. Ceux qui se disent croyants et croyantes, je ne fais pas de distinction, hein, et en réalité qui ne suivent en rien ce qui est inscrit et en rien ce qui est de l'ordre divin. Regardez le nombre d'IVG dans la société. J'enlève de ce chiffre-là celles qui ont été agressées, violées, etc. Ça, c'est entendable. Même si ça sacrifie une vie, elles ne peuvent porter en elles le fruit d'un bourreau et qui le ramènerait toujours en fait à détester cet enfant parce qu'il serait issu en effet d'une agression, d'un crime. Donc on enlève cette partie-là. Mais toutes les autres qui font les IVG et les IMG, parce qu'elles veulent donner leur cul à droite à gauche, parce qu'elles ne se protègent plus et qu'elles sont dans la fornication. Il y en a combien qui se disent religieuses ? Chrétiennes, musulmanes, juives, hindouistes, tout ce que vous voulez. Combien ? Alors que la religion condamne ce type d'acte. Et on peut maintenant parler également de ce nombre de femmes, pareil, qui sont tombées enceintes, qui ne voulaient pas de base l'IVG. Elles étaient fières d'avoir un enfant et lorsqu'elles ont fait le dépistage, elles ne s'en sont pas remis aux fruits de la nature en disant « advienne ce que Dieu veut ». Non, elles se sont mis dans l'homo deus, c'est l'homme-dieu, c'est lui qui décide si la vie mérite ou non d'être laissée. Cet être en devenir, si on le zigouille ou bien si on le conserve. Et je peux comme ça continuer sur celles qui ont fait des embryons qui sont congelés, vous voyez, qui sont mis en attendant au laboratoire et qui vont servir à la science à être charcutés pour tenter de développer des médicaments. Et je peux comme ça continuer sur encore plein d'exemples pour montrer que dans cette ère de la modernité, il n'y a plus vraiment de croyants. Il y a ce que je vous disais l'autre jour, de ceux qui piochent et qui font des nouvelles religions, qui veulent même des fois réunir les trois du monothéisme, qui abrogent certains versets pour se laisser à des plaisirs. C'est tout. On est en effet dans des extrêmes qui s'affrontent. Ceux qui sont contre tout et ceux qui sont allez, on ouvre les vannes à tout va. Et beaucoup d'hypocrisie aussi. À la page numéro 42. Donc là, on arrive au chapitre 1er, qu'est-ce que le transhumanisme ? Un essai type idéal. Donc qu'est-ce que donc le transhumanisme ? En première approximation, il s'agit, comme nous l'avons dit en introduction, du vaste projet d'amélioration de l'humanité actuelle sur tous les plans, physique, intellectuel, émotionnel et moral, grâce au progrès des sciences, et en particulier des biotechnologies. Alors, 43 minutes. Je parle. Le gosier a besoin d'être rafraîchi. Ah, j'ai vu aussi rapidement, je vous fais une petite parenthèse, quelqu'un qui m'a mis un message. Oui, tu te prends pour un professeur, tu lis comme une chèvre. Non. Je sais déjà qui se trouve derrière le compte, au vu des paragraphes qui me sont inscrits et des arguments qui sont, voyez-vous, retranscrits. Et il faut savoir que je n'ai jamais eu la prétention d'être un professeur, premièrement. Et secondo, ma lecture est plutôt fluide. Il arrive qu'il y ait un ou deux mots mâchés, mais globalement, je ne retrouve pas une telle qualité ailleurs. Mis à part sur des chaînes vraiment où ceux ils font des audiobooks et eux c'est leur métier
Ils ont une voix très agréable, ils ont un rythme, ils savent bien ponctuer, etc. Mais ce que je veux dire par là, moi, dans ce que je fournis, je trouve que la qualité est là. Il y a encore des efforts à faire, certes, mais je reconnais les rageux qui passent par là. D'accord? Qui, en fait, sont tellement, voyez-vous, dans la haine et la colère, qu'ils se disent, mais putain, comment à 26 ans il arrive à ce point-là à avoir autant de lectures? Que ces présentations ont un sens chronologique. Il part pas dans tous les sens à te parler de transhumanisme et puis il revient sur le marché. Il te fait des choses dans l'ordre. Il part de l'homme métaphysique, de cette dimension qu'il sort et qu'il transforme en objet, de ce nouveau rythme qui est imposé par un système, voyez-vous, qui met tout le monde dans un commerce. Et alors, quelles sont les limites du marché? Et voilà qu'on arrive à la révolution transhumaniste. Et enfin, on continue du siècle biotech, etc. Ils n'en peuvent plus. Et notamment un, il est à bout. Et lui, il est toujours en boucle. Il est là en train d'insulter les gens, à reprendre ce qui se situe dans des médias et à en faire une composition. Et lorsqu'il voit que tu peux en faire tout autant, mais avec des sources encore plus fiables, des livres, et que tu n'es pas là à lire bêtement, où tu pourrais passer des heures à lire 200 pages, mais tu sélectionnes ce qui est percutant, et toujours dans un ordre, ils en peuvent plus. Il y en a un, je sais qu'il est à bout, il est là, il sue, il a dépassé la quarantaine. Il est mal, il se dit à 26 ans, lui, il était là en train de zoner comme je sais pas quoi, à fumer des renoufs, à être défoncé. Il a mal. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et évidemment à commenter. Je continue. L'une des caractéristiques les plus essentielles du mouvement transhumaniste tient donc, comme nous l'avons aussi suggéré, à ce qu'il entend passer d'un paradigme médical traditionnel, celui de la thérapeutique, qui a pour principale finalité de réparer, de soigner maladies et pathologies, à un modèle supérieur, celui de l'amélioration, voire de l'augmentation de l'être humain. Comme l'écrit Nick Bostrom, l'un des principaux représentants du courant, du transhumanisme, un scientifique et philosophe suédois qui enseigne à Oxford, il nous dit, je le cite, « Viendra un jour où la possibilité nous sera offerte d'augmenter nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles bien au-delà de ce qui apparaît comme possible de nos jours. Nous sortirons alors de l'enfance de l'humanité pour entrer dans une ère post-humaine. » Fin de citation. Reconnaissons que, sans même prendre le temps d'y réfléchir, nous avons presque tous une tendance spontanée, préformée, par une longue tradition judéo-chrétienne ou humaniste traditionnelle, à considérer comme une évidence le fait que la nature est ce qu'elle est, une donnée éternelle et intangible, de sorte que la tâche de la médecine ne saurait être que de guérir, en aucun cas d'améliorer. Et je vous fais une piqûre de rappel pour vous dire que dans la Bible, le trône de Satan, il est à Pergame. Et qu'à Pergame, il y a eu deux représentations. Un temple de Zeus et un temple et une représentation d'un médecin, alors j'ai plus son nom en tête, qui est en fait à la base même du symbole du serpent, et que l'on retrouve d'ailleurs repris par Hippocrate également. À chaque fois, j'oublie son nom. Mais quand il est traduit, ça veut dire le serpent, il me semble. Oui. Et qu'est-ce qui fait que l'humain vient affronter Dieu aujourd'hui? C'est la science, c'est ni plus ni moins que la médecine. Qu'est-ce qui a conduit l'humain à faire des crimes à plein d'époques? L'eugénisme. On rappelait les 300, les... Mince, ces barbares là, les... Ah... J'ai plus le nom, c'est pas grave. J'ai plus le nom, vous voyez, c'est incroyable. Les Spartiates, voilà, ça me revient. Les Spartiates qui regardaient l'enfant et s'il était difforme, il le faisait tuer. Vous voyez, je vous en parle depuis des années de ça. Et bien après, dans l'évolution de ces philosophies et compagnie, il y a eu je ne sais combien de sacrifices de mômes. D'autres qui pensaient nourrir des divinités. On se rappelle Baal également. Et bien d'autres choses encore. Oui, il y a toujours eu le sacrifice, les offrandes, dans l'espoir d'obtenir une meilleure santé, du confort, une reconnaissance auprès de celui qui est adoré, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. On est dans le sacrifice et ils sont prêts à tout. C'est d'ailleurs au nom de ce principe que dans la loi française, on réserve les procréations médicalement assistées aux couples stériles à l'exclusion des femmes homosexuelles ou ménopausées. Ça, c'était avant que Macron arrive au pouvoir. Aujourd'hui, des lesbiennes, donc qui ne sont pas stériles, peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée. Des femmes seules tout autant.
on crée déjà des enfants avec un système familial défaillant. Oui, parce que un enfant, comme le disait de la Roche-Joubert, je crois, c'est un père, une mère. Vous voyez, la manif pour tous. C'est pas deux papas, deux mamans. Ça, c'est la modernité. On a vu que le Pax, c'était un projet de franc-maçon et qu'à la base, c'était porté par Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui voulait le Pax. Et après un aboutissement, finalement, au mariage homo et du mariage homo à l'adoption d'enfants. Et après, au nom de l'égalité, d'abord à la PMA pour toutes et enfin, la gestation pour autrui. Tout ce qui avait été annoncé il y a des décennies, eh bien, c'est réalisé dans cet ordre chronologique. Donc à nouveau, c'est pas un esprit complotiste, euh, défiant, et voyez qu'il y aurait c'est pas un dégoût, mais qui voudrait du mal, voyez-vous, aux autres êtres humains parce qu'ils sont différents. Non, on ne veut pas de mal à ceux qui sont homo. On n'appelle pas à ce qu'ils soient mis sous psychiatrie, médicaments ou je ne sais quoi, comme c'était recommandé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avant les années 68. Mais on veut par contre un minimum de respect envers la normativité qu'est l'hétérosexualité. Et ce ne sont pas des constructions sociétales, ce ne sont pas, voyez-vous, comme il pourrait le dire, là, vous savez, hommes, femmes, on a préconstruit des trucs. Vous voyez, il y a un nom encore qui m'échappe, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas stigmatisant en fait. C'est juste normal de vouloir mettre des limites. De dire qu'ils peuvent vivre comme ils le désirent, entre guillemets, deux hommes, deux femmes, même si ça va contre notre religion, contre nos mœurs, contre ce qui est recommandé même par Dieu. Vous voyez, ils s'égarent, on tente de les ramener, mais libre à chacun, on n'a pas à imposer non plus. Mais en revanche, qu'ils adoptent des gamins, ça c'est la goutte de trop, voyez-vous. Eh bien, on retrouve à cette origine de la maçonnerie Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui à quel bord? À l'islamo-gauchisme, celui qui s'attaque à la chrétienté. Hein. C'est ni plus ni moins que ça en fait. Et regardez qu'est-ce qu'ils promeuvent aujourd'hui. LGBT à tout va, et en même temps, ils ont ramené à leur culte, quelque part, ceux qui veulent la mort de l'esprit chrétien. Parce que, sur les sujets du transhumanisme, j'ai pas vu beaucoup d'arabo-musulmans être dessus, à le dénoncer. Au contraire, on voit plutôt, même en Arabie Saoudite, qu'ils en font la promotion et qu'ils sont favorables à tout ce qui sera intelligence artificielle, vivre avec des robots. Ils donnent même la nationalité au nom de Sophia, là, de ce robot-là, alors qu'ils ne reconnaissent pas des êtres humains, des Yéménites, des Éthiopiens, etc., avec qui ils sont en conflit. Mais ils donnent à un bout de ferraille un titre d'identité. Ils ne disent rien contre la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui. Ils en font même commerce pour certains. Là est la différence. Mais vous comprenez du coup que la franc-maçonnerie a fait un pacte, ni plus ni moins, qu'avec ces révolutionnaires-là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut effacer les chrétiens qui, eux, sont mobilisés et qui veulent rester à leurs conditions nominales, à ni plus ni moins à l'essentiel, homme est homme, femme est femme, homme est fait pour la femme pour l'homme, et surtout que l'on doit accepter la vie telle qu'elle est. S'il y a un enfant handicapé, eh bien il faut l'élever, il ne faut pas le sacrifier. Tu ne sacrifieras pas tes enfants à balles. C'est exactement ça. Donc après, c'est d'ailleurs au nom de ce principe, donc comme on l'a vu, le transhumanisme pense exactement l'inverse. Pourtant, c'est pour une large part au nom d'une certaine tradition humaniste qu'il projette de renverser les partis pris théologiques et naturalistes qui sous-tendent ces opinions qu'ils considèrent comme des préjugés irrationnels. Ils veulent qu'en fait, de Vatican II, par exemple, si je prends pour nous les chrétiens, catholiques particulièrement, il y ait la décision d'une réforme intérieure en se disant vivons avec notre temps. Là où hier on interdisait l'excision, là où on s'opposait à ce qui est l'ouverture des corps, y compris des défunts pour les étudier parce qu'il y a un respect de l'être vivant et que ce n'est pas au nom de la science et de l'évolution qu'on doit se permettre, voyez-vous, de transplanter des organes, d'ouvrir des corps pour examiner le moindre tissu. Aujourd'hui, on nous fait entendre ça comme des banalités. Les médecins légistes, c'est pas un problème. Pour trouver un criminel, ils peuvent ouvrir le corps. Les personnes qui travaillent, voyez-vous, dans les morgues, eh bien, elles peuvent recoudre certaines parties des corps, voire leur mettre du coton pour que physiquement il soit plus présentable à la famille. Et on travaille le corps, en fait. On lui met un peu de fond de teint, etc. Même quand il est décédé.
pour que ce soit moins choquant. On n'accepte plus la réalité. Même là, à la mort, dans le cercueil, il faut encore qu'il y ait un filtre sur nous. Être présentable. Et si vous me prenez pour un fou, renseignez-vous sur ceux qui tiennent les morgues et qui participent. Il y a des rembourrages, il y a de temps en temps des points de suture, il y a également du fond de teint appliqué, etc. pour la présentabilité. Parce que le corps froid, voyez-vous, qui n'est plus dans une circulation sanguine, etc., évidemment qu'il a perdu de sa couleur. Voyez, et il y a plein de choses comme ça où en fait on nous sort de notre condition. C'est-à-dire qu'il est hors de question que l'on soit ce que l'on est. Et après, on se demande, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de maladies, autant de ravages, autant de... Je sais pas, on ne peut pas penser à un moment que Dieu est puissant quand même, et quand il voit qu'on se moque de lui, qu'on veut se mettre à son niveau, bien, il répand des choses. Voici à titre d'exemple la définition que Max More, un des piliers du mouvement, en a proposée en mars 2003 dans un texte intitulé « Principe extropien 3.0 », un manifeste qu'on peut aisément consulter sur Internet, en anglais comme en français. Une précision avant lecture sur le terme extropien, qui peut sembler quelque peu bizarroïde. En fait, ce terme extropien s'oppose tout simplement à la notion d'entropie, c'est-à-dire aux idées de désorganisation et de déclin comprises au sens large, en quoi il entend indiquer que le projet transhumaniste repose sur la conviction qu'un progrès sans fin, qu'une perfectibilité illimitée de l'espèce humaine est à la fois possible et souhaitable. Donc je vais vous lire ça et après on ira à la page 45, 46. Donc je cite, Comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort. Nous cherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques ainsi qu'à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Comme l'a dit le physicien Freeman Dyson, je cite, « L'humanité me semble être un magnifique commencement, mais pas le dernier mot. » Fin de citation. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine, nous mettons en question les limitations naturelles et traditionnelles de nos possibilités, nous reconnaissons l'absurdité qu'il y a à se contenter d'accepter humblement les limites dites naturelles de nos vies dans le temps. Nous prévoyons que la vie s'étendra au-delà des confins de la Terre, le berceau de l'intelligence humaine et transhumaine, pour habiter le cosmos. Fin de citation. Et après on a également le projet de Max More et de ses amis, pour donner au lecteur de quoi faire une idée. Lisons encore le manifeste transhumaniste dans sa version de 2012, donc il y a une modification de la première mouture adoptée en plénière le 4 mars 2002 par la World Transhumanist Association. Un document signé notamment par deux éminents pères fondateurs du mouvement. Donc on retrouve Nick Bostrom, que l'on a déjà cité, ainsi que Max More, que l'on vient de lire, qu'il est aisé là aussi de consulter dans son intégralité sur le net. On notera au passage l'emphase mise à la fois sur l'idéal d'une transformation de l'espèce humaine, mais également sur les précautions à prendre en la matière. Alors, nous retrouvons 8 points. Le premier, l'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie dans l'avenir. Nous envisageons la possibilité d'élargir le potentiel humain en surmontant le vieillissement, les lacunes cognitives et la souffrance involontaire, ainsi que notre isolement sur la planète Terre. En 2. Nous pensons que le potentiel de l'humanité n'est toujours pas réalisé dans l'essentiel. Il existe des scénarios crédibles qui permettraient d'améliorer la condition humaine de façon merveilleuse et extrêmement intéressante. En 3. Nous reconnaissons que l'humanité fait face à de graves risques, en particulier dans l'utilisation abusive des nouvelles technologies.
Il existe des scénarios envisageables qui conduisent à la perte de la plupart, voire de la totalité, de ce que nous tenons pour précieux. Certains de ces scénarios sont radicaux, d'autres sont plus subtils. Bien que tout progrès soit changement, tout changement n'est pas progrès. En 4. L'effort de recherche doit être investi dans la compréhension de ces perspectives. Nous devons soigneusement débattre de la meilleure façon de réduire les risques tout en favorisant les applications bénéfiques. Nous avons également besoin de forums où les gens peuvent discuter de manière constructive de ce qui pourrait être fait et d'une organisation sociale où les décisions responsables puissent être mises en œuvre. En 5. La réduction des risques d'extinction d'humains, même de l'extinction humaine, le développement de moyens pour la persévérance et surtout le moyen de préserver la vie et la santé, l'allègement des souffrances graves et l'amélioration de la prévoyance de la sagesse humaine doivent être considérés comme des priorités urgentes et généreusement financées. En 6, on voit que les décisions politiques doivent être guidées par une vision morale responsable et fédératrice, prenant au sérieux à la fois les avantages et les risques, respectant l'autonomie et les droits individuels, faisant preuve de solidarité et se préoccupant des intérêts et de la dignité de toutes les personnes à travers le monde. Nous devons aussi être attentifs à nos responsabilités morales envers les générations à venir. Enfin, on a les deux derniers points, le 7 et le 8. Donc en 7, nous devons et nous défendons le bien-être de toutes les intelligences, en y incluant les humains, les non-humains, les animaux, les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées ou toute autre intelligence auxquelles les progrès technologiques et scientifiques pourraient donner naissance. Et il conclut avec le 8. Nous promouvons la liberté morphologique, le droit de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition et ses émotions. Cette liberté inclut le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser des technologies pour prolonger la vie, la préservation de soi grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d'autres moyens, et de pouvoir choisir de futures modifications et améliorations. 47. De là, bien évidemment aussi, la question qui s'impose immédiatement à l'esprit et qui apparaît vite comme cruciale entre toutes, c'est comment situer le transhumanisme entre l'humanisme classique, disons celui des Lumières, des droits de l'homme et de la démocratie d'un côté, et de l'autre, le plaidoyer post-humaniste pour la création d'une nouvelle espèce, plus ou moins radicalement différente de l'humanité actuelle. S'agit-il d'un prolongement ou d'une rupture ? C'est la question que pose avec talent le petit livre de Gilbert Hautois que nous avons déjà cité. Un ouvrage remarquablement synthétique qui prend soin de repérer les filiations auxquelles le transhumanisme peut se référer. Il est, en effet, l'héritier, parfois paradoxal, mais néanmoins crédible à bien des égards. 1. D'une certaine forme d'humanisme classique, celui qui insiste, depuis Pic de la Mirandole jusqu'à Condorcet et Kant, en passant par Rousseau, Francis Bacon, Ferguson et Lamétrie, sur la perfectibilité infinie de cet être humain, qui n'est pas au départ enfermé dans une nature intangible et déterminante, comme peut l'être un animal guidé par le seul logiciel de l'instinct naturel commun à son espèce. Et en 2, le transhumanisme hériterait aussi de l'optimisme scientiste et transhumanisme hériterait... Le transhumanisme hériterait aussi de l'optimisme scientiste et technophile qui s'est développé dans les temps modernes à partir des Lumières et de la révolution scientifique jusqu'à la naissance des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et cognition, de la robotique et de l'intelligence artificielle. En 3, il y aurait bien entendu, aussi chez lui, un héritage assumé de la science-fiction, mais cependant lié au projet de la rendre tout simplement scientifique et non plus fictive, ainsi que, enfin, en 4, pour conclure, une filiation également assumée avec la contre-culture des années 60, à la fois féministe, écologiste, égalitariste, libertaire et déconstructionniste de la tradition du fameux phallo-logo-blanco-centrisme, cher à Jacques Derrida, l'une des références philosophiques du politiquement correct américain. Donc 48, ça commence à me casser les couilles, à klaxonner comme ça. Condorcet donc sur la perfectibilité de l'homme, ça c'est intéressant.
Pour tenter de clarifier les choses, avant d'entrer plus en avant dans le contenu des débats dont nous allons voir qu'ils sont aussi passionnés que passionnants, on distinguera deux formes de transhumanisme. D'abord, un transhumanisme biologique qui se réclame volontiers de cette tradition humaniste que nous venons d'évoquer, une tradition bien représentée par certains passages de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, publié en 1795, de Condorcet. À l'encontre de certaines idées reçues, cet humanisme des Lumières, qui reprend largement à son compte la notion rousseauiste d'une perfectibilité potentiellement infinie de l'être humain, ne se contente pas d'imaginer des changements politiques et sociaux, mais bel et bien aussi des progrès dans l'ordre de la nature, y compris humaine. Voici, à titre d'exemple, ce que Condorcet dit à ce sujet dans son fameux essai. Je cite : « Nos espérances sur les destinées de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois questions. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. » Fin de citation. Donc on voit vraiment qu'ils sont dans l'universalisme. On abolit les frontières, c'est à peu près ça la chose. Les progrès de l'égalité dans un même peuple, on fait un grand métissage et tout le monde sur les mêmes droits. On enlève également les distinctions de riches, pauvres et de bien d'autres choses, et on conduit l'homme à vouloir se perfectionner. Alors après, donc ça continue, il y a plein d'autres exemples, mais il nous faut avancer tout de même. 1 heure déjà. 1 heure et il me reste quoi? Alors attendez. Ok. Ça. Et ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. On va faire 52, 58, 64 et après on laissera la suite pour plus tard. Donc 52, j'avais mis le transhumanisme. Ok. Pour entendre le tout et en rendre une raison, on pourrait formuler les choses de la façon suivante. Le transhumanisme est le trajet, tandis que le posthumanisme est le but. L'un est le chemin ou le processus, l'autre le résultat ou le point d'arrivée. Si on accepte cette description, on peut alors considérer qu'il existe deux conceptions, certes différentes au départ, mais possiblement reliées entre elles à l'arrivée, du trans et du post. D'un côté, la plupart des auteurs, par exemple Laurent Alexandre ou Guy Valencian, en France ou encore Max More aux États-Unis, considèrent simplement que les révolutions technologiques présentes et à venir vont en fait conduire à une augmentation telle de l'humanité qu'à partir d'un certain point, l'humain augmenté sera, certes, différent de l'humain actuel, mais qu'il n'en restera pas moins tout à fait humain, voire plus humain que jamais. Toutefois, la question de savoir à partir de quand on entre dans le domaine du post-humanisme finira par se poser. Dans la mesure où les transhumanistes de ce premier type ne sont pas hostiles, bien au contraire, à une réflexion bioéthique prudentielle sur les limites morales et politiques à ne pas franchir, sur les précautions à prendre dans l'usage des technologies, on peut dire qu'il se situe encore dans le sillage de l'humanisme classique, inauguré par des auteurs comme Pic de la Mirandole ou encore Condorcet. 58. Jean Stone. Voici à titre d'exemple la façon dont un penseur chrétien, Jean Stone, dans son livre intitulé « Les clés du futur », a résumé de manière, à mon sens, tout à fait juste les thèses défendues par Kurzweil et ses amis. Kurzweil, c'est celui qui parle de... on arrivera à un moment de transcendance. Voyez, la machine arrivera à limite supplanter l'homme, c'est à peu près ça la chose. Avec beaucoup de probité intellectuelle, Stone commence par reconnaître, comme je viens moi-même de le faire, que l'hypothèse d'une imitation parfaite de l'esprit humain par des machines en archi-majoritaire chez les chercheurs en sciences cognitives et autres spécialistes de l'intelligence artificielle. L'humanisme spiritualiste, qui repose sur le dualisme esprit-matière, est en lui largement minoritaire. Donc je cite. Le raisonnement est le suivant. Certes, nous sommes très loin de comprendre le cerveau humain et surtout la façon dont celui-ci peut donner naissance à la conscience. Ce sentiment que nous avons tous d'exister et de vouloir continuer à le faire. Mais, en théorie, il ne doit rien avoir de mystérieux ni de magique dans ce sentiment d'exister qu'on appelle la conscience. Il s'est lentement forgé au cours des millions d'années d'évolution, comme nous le montre la capacité qu'a un grand singe de se reconnaître dans la glace alors que ce n'est pas le cas du chien. Un jour,
grâce à une étude suffisamment poussée du cerveau, nous arriverons à comprendre le fonctionnement de la conscience et nous pourrons alors fabriquer une machine susceptible d'arriver au même niveau de conscience et donc d'évolution que l'espèce humaine. Croire le contraire au nom d'une prétendue spécificité humaine serait une position réactionnaire, inspirée par des croyances religieuses ou anti-progrès qui ont toujours connu des défaites sur le plan scientifique et sociétal durant les siècles précédents. S'il est possible de réaliser une machine qui soit en tout point équivalente à un être humain, les conséquences sont alors stupéfiantes et terrifiantes. Fin de citation. Stupéfiante en effet, car cette machine pourrait, 24 heures sur 24 heures, apprendre par elle-même, se reproduire et fabriquer d'autres machines, se perfectionner sans cesse et, surtout, comme tout être darwinien, sa première préoccupation serait d'éliminer les êtres susceptibles de mettre fin à son existence, de la débrancher, c'est-à-dire, au premier chef, nous, les humains. Hypothèse d'autant plus terrifiante que la machine saura lire tous les livres et toutes les informations disponibles sur la planète, y compris celles selon lesquelles nous pourrions vouloir en finir avec elle. Et la machine prendrait, dans cette hypothèse-là, connaissance des massacres des humains et de l'existentialisme peut-être sartrien, voyez-vous, où l'homme est mauvais par nature. Et donc effacé. Ou pourrait faire de l'eugénisme. Se prendrait, elle, non pas d'émotion, même si elle pourrait en avoir dans cette perspective, mais d'une vraie relation, de ce qui pourrait la mettre en danger ou non, de ce qui pourrait la faire évoluer, et donc de mettre en culture des humains aussi. Mais tout ça, moi je vous l'ai dit il y a des années, en fait, quand j'étais jeune, à peu près 18 ans, 19 ans, donc on était... 2020, même avant, je pense, ouais. Peut-être 2017, je devais avoir quoi? Ouais, 19 ans. Encore avant même. Bref, en fait, je pensais que l'intelligence artificielle, c'était quelque chose de véritable. Que l'on aurait affaire à des algorithmes hyper développés et qu'il y aurait la possibilité, une fois incarnés dans des machines et des clouds, qu'elles échangent entre elles. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais été stupéfait par Terminator Genesis. Parce qu'en fait, Genesis était le nom d'une entreprise américaine qui était dans le cloud, à la fois de corps armés, de divertissement, de de traitements médicaux et bien d'autres choses. Et je me disais que ce qui était dans le film devait arriver après en 2017, exactement. Donc j'avais 19 ans à cette époque. Et je me disais, ouais, il va y avoir quelque chose qui va se dérouler. Et puis après, j'ai continué à étudier, et j'ai un livre notamment, Pourquoi l'intelligence humaine est inégalable. Et je me suis rendu compte d'une chose. Les dirigeants actuels veulent la dépopulation. Mais ça ne peut plus être assumé par des humains. On a le congrès d'Oviedo, on a bien d'autres choses. On a même le procès de Nuremberg. Donc, en fait, ceux qui véritablement mettraient en œuvre ça, si c'était des humains et qui devenaient dirigeants et qui actionnaient la chose, seraient jugés en criminels. En revanche, si on laisse flirter l'idée qu'il pourrait y avoir une intelligence artificielle qui aurait pris connaissance, voyez-vous, du risque des humains, de la débrancher, de faire un reset, la remettre à zéro, mode usine. Et donc qu'elle s'en serait pris aux humains. Par le contrôle, voyez-vous, de robots tueurs. Donc des machines équipées de caméras et de reconnaissance faciale et de mitrailleuses et bien d'autres choses. De missiles également, air-sol et compagnie. Sol, air tout autant. Qui pourraient être stockés ou autres. Donc qui viendraient à déclencher des envois de bombes, de relâchements, voyez-vous, de laboratoires où il y a des sécurités, où l'air est sans cesse renouvelé, conditionné, etc. Eh bien, elle libérait ça, soi-disant, et l'humain devrait, en fait, s'attaquer à la machine. Et je rappelle, il y avait un document à l'époque qui disait, au niveau des Américains, lorsqu'on n'aura plus d'adversaires, on pourra en créer un nouveau. Alors, il parlait d'extraterrestres, vous voyez, avec leur 6e division, un truc comme ça, là, leur unité du ciel. C'est un nom spécial, je crois que ça s'appelle d'ailleurs Guerre des étoiles, leur programme, et qui a été réactivé par Trump. Par Trump, oui. Et on a souvent entendu parler des ovnis, d'une invasion, et en fait, que s'il y avait véritablement ça, tous les pays ne seraient plus en guerre, feraient une méga alliance, on retrouverait finalement notre humanité pour combattre un adversaire externe. Eh bien, quand il n'y a plus vraiment de combat à avoir, est-ce qu'il pourrait
pas finalement y avoir ce facteur, voyez-vous, où nous laissera entendre que la machine a supplanté les décisions humaines et a elle-même pris son contrôle pour nous attaquer. Donc ça ferait du nettoyage sur la planète, façon de parler, c'est-à-dire une dépopulation, ce qui répondrait au projet des Guidestone, etc. Et le coupable ne serait pas l'homme, ni le programmateur, mais uniquement le programme qui était défaillant, qui s'est lui-même réorienté et qui s'est organisé des boucles différentes pour avoir un codage qui lui permet de prendre le contrôle. Auquel cas, les massacres des uns et des autres ne seraient plus dus à la décision humaine, de chefs, de politiques ou ce que l'on veut, mais de robots. Donc on aurait un massacre, une dépopulation comme attendu par tous ces scientistes, génistes et compagnie, mais aucun coupable à la clé. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé à un moment. Ça, c'est de l'ordre de la fiction, si je puis dire. D'accord ? Vous pouvez mettre les mots-clés et faire les recherches, vous trouverez ça nulle part ailleurs. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, en fait, je m'égarais en pensant que l'intelligence, elle serait artificielle. Ça ne peut pas. Et l'électrochimique ne peut être, voyez-vous, dépassé par que de l'électronique, électrique. Ça n'a pas de sens. Mais bon, après, c'est encore autre chose. Les unités centrales humaines, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les supercalculateurs, avec des choses dans le cerveau. Donc voilà. Page 64, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. 1h15, c'est très bien. Je vous laisse... Je pense de toute façon que cette série va être au moins sur 20 épisodes, facile. Donc là, on est au 6e aujourd'hui. Il y aura, facile, 20 épisodes, si ce n'est pas plus. 64, j'ai mis quoi? Ah oui. Comme ça, je vous laisse réfléchir sur ça pour la prochaine fois. D'autant que certains scientifiques comme Laurent Alexandre vont même plus loin que Buchanan. En fait, si l'on se place du point de vue de la théorie synthétique de l'évolution, le recours à des manipulations génétiques rendues possibles par les biotechnologies ne serait plus une option, un simple choix possible parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour la survie de l'espèce en raison de l'affaiblissement de la sélection naturelle dans nos pays ultra-civilisés et médicalisés. Je cite. La fin de la sélection darwinienne est une situation inédite dans l'histoire du monde, et nous manquons de points de comparaison permettant de prévoir ce qui va se passer. L'homme, comme les autres espèces, n'est pas à l'abri de la régression. Elle a déjà commencé sur des caractères qui ne sont plus soumis à la répression et plus soumis à une pression de la sélection. Un exemple parmi d'autres, la perte de l'odorat. Notre sens de l'odorat est aujourd'hui 10 000 fois moins puissant que celui d'un chien. Pourtant, il y a quelques millions d'années, il n'était pas moins performant que celui des autres mammifères. Sous cet affaiblissement de la sélection naturelle, la dégradation de notre génome va affecter particulièrement notre système plutôt même nerveux central et notre câblage neuronal. Voilà pourquoi la technomédecine qui s'annonce n'est pas un choix, mais bel et bien une nécessité. Le risque est en effet certain. Sur une longue période, la réplication de l'ADN ne connaît pas le zéro défaut et le sens des défauts est imprévisible. Fin de citation. Passer de la chance, de la loterie naturelle au choix, aux décisions humaines serait donc inévitable si nous voulons compenser intelligemment les effets négatifs de la régression de la sélection naturelle d'ores et déjà organisée par nos sociétés policées. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous faire le relais de ces contenus. Si vous avez une force de synthèse, eh bien allez-y. Vous voyez, au lieu que les contenus durent 1h30 à peu près, vous pouvez les raccourcir en 15 minutes si vous arrivez à faire des beaux résumés. Je vous partagerai si vous faites l'exercice. Merci en tout cas pour votre écoute. La vérité est notre avenir, par la belle civilisation chrétienne et tous ces ordres moraux, les belles directions qui nous sont inscrites, nous pouvons dire que nos valeurs sont ancrées et que de facto, notre victoire est assurée. À très bientôt.